RCN. Le son de la différence. Raison gardée sur RCN avec la libre pensée de Meurthe-et-Moselle. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Raison gardée. Avec nous aujourd'hui en studio l'ami Charles. Bonjour Charles. Bonjour Sylvie. Et Joris à la technique, merci d'avance Joris. Et nous commençons cette émission avec une invitée par téléphone, Isabelle, qui fait partie du collectif, dont elle va nous rappeler le nom complet, qu'on appelle souvent entre nous le collectif Bijard, mais plutôt anti-statut Bijard. Isabelle, bonjour. Oui, bonjour à tous les deux, bonjour à tout le monde. Alors notre collectif s'intitule Collectif Histoire et Mémoire dans le respect des droits humains. Voilà, c'est son nom officiel parce qu'il est là. Alors, on rappelle rapidement, c'est un collectif qui s'est créé parce que ce qui était un projet qui est devenu une réalité, c'est-à-dire l'installation d'une statue qui représente le général Bijard à Toul a suscité quand même pas mal de réactions, et ce collectif a choisi ce nom parce que à travers la lutte qui consiste à donc désormais faire enlever de l'espace public cette statue, ce sont aussi des idées et des valeurs que ce collectif veut défendre. Est-ce que j'ai résumé correctement pour toi, Isabelle ? Oui, bon, ce n'est pas seulement une lutte locale, c'est honorer un des artisans des politiques violentes de la colonisation qui ont été instaurés par les gouvernements français pour asseoir leur empire et le garder au détriment du choix du peuple algérien et pour Bijard également en Indochine, au détriment donc de ces peuples qui voulaient pouvoir gagner leur indépendance et des droits à égalité avec les colons. Donc c'est bien une lutte bien plus large, et ce qu'on peut dire aussi, c'est que la colonisation, c'est aussi la matrice du racisme et par extension du fascisme, parce qu'elle est basée sur une hiérarchie entre guillemets des races, une idéologie qui considère que certains êtres humains ont des droits supérieurs à d'autres, et entre autres le droit de leur voler leur pays. Et voilà. Oui, c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui peut paraître très symbolique dans cette lutte pour faire retirer cette statue, mais c'est parce qu'en fait, elle porte et elle véhicule des idées extrêmement dangereuses qui ont tendance aujourd'hui, malgré tous les combats menés, à revenir en force. Et donc c'est un très mauvais signal que la mairie de Toul envoie à ses concitoyens en ayant installé cette statue. Le collectif a déjà eu pas mal d'actions, alors bien sûr des actions d'information, d'alerte, a fait venir 2 historiens réputés qui ont déjà, non seulement à Toul, mais à travers eux leur propre réseau sur leur blog, leur site, et puis dans diverses émissions, dans Raison gardée sur RCN, et aussi chez nos amis de Radio Déclic, pu faire comprendre, arguments à l'appui, documents historiques à l'appui, à quel point ce que la France a pu faire au moment de ces guerres coloniales est parfaitement honteux et ne peut être mis à l'honneur. Donc le collectif avait invité Roussio et Risset-Pouty. Le collectif a organisé des manifestations, notamment une belle grande manifestation malgré le froid le 11 janvier. Et au moment où nos auditeurs nous écoutent, il y a eu un rendez-vous qui a été honoré par quelques personnes malgré la pluie. C'était jeudi 24 avril. Et si j'ai bien compris, Isabelle, tu vas nous le dire, c'est un rendez-vous qui doit se reproduire tous les 24. Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Voilà, on a décidé, puisque la statue a été érigée, installée, malgré nos actions précédentes et malgré aussi l'information qu'on essaie d'apporter aux personnes, elle a été donc érigée un 24 et on a décidé de se réunir et d'appeler les personnes à venir nous rencontrer et à débattre tous les 24 de chaque mois. Autour de 18h30 au pied de la statue de Bijard. Ça sera l'occasion de débattre, d'apporter des informations, d'entendre des expressions. Et donc hier, effectivement, on était à peu près 25, malgré le temps épouvantable, sous nos parapluies, mouillés mais déterminés malgré tout à faire entendre notre volonté que cette statue soit retirée de l'espace public. Pour nous, c'est un exemple extrêmement toxique pour l'avenir de la société, pour l'avenir de nos enfants, parce que Bijard a été un artisan de ces guerres coloniales et en est un symbole entre guillemets parfait, et ça nous paraît délétère d'honorer ce type de valeurs, d'autant qu'elles sont revendiquées actuellement par des partis politiques et des personnalités politiques qui veulent remettre en cause beaucoup des valeurs de la République. Donc c'est grave. Oui, parce que tu m'avais dit qu'en regardant ce qui se passait sur les réseaux, tu avais bien pu remarquer à quel point il y a toute une frange de l'extrême droite qui se réjouit, et des groupes d'extrême droite extrêmement violents qui se réjouissent de voir cette statue. Et on peut craindre, c'était ce qui apparaissait sur un panneau lors de ce rassemblement jeudi 24 avril, que Toul devienne une sorte de lieu de ralliement, une capitale de la torture, était-il écrit, mais pour le plus grand plaisir de toute une frange de personnes qui véhiculent ces idées nauséabondes et dangereuses dont tu parlais. Oui, c'est vrai. Alors, à Toul, par exemple, je pense qu'il y a beaucoup d'habitants qui n'ont retenu que le côté glorieux du passé de Bijard et sa personnalité marquante au niveau local. Mais quand on regarde plus largement, on voit que ce personnage est le héros, effectivement, de groupes très violents. Par exemple, moi, j'ai pu constater que sur les réseaux sociaux, l'expression crever de Bijard, qui décrit une pratique très cruelle utilisée et inventée par Bijard, c'est-à-dire qu'on faisait disparaître des personnes torturées ou mortes sous la torture en leur scellant les pieds dans du béton. Donc les Algériens se souviennent bien de ces actions et les ont qualifiées de crevettes de Bijard, parce qu'on a retrouvé en bord de mer ces disparus. Ça sert d'insulte à des groupes violents, à des individus moi que j'estime radicalisés, pour dénoncer, pour attaquer les antiracistes, par exemple, ou les gens qui ont des idéologies qui défendent les droits humains. Donc c'est quand même très très grave. On est régulièrement insultés. Certains d'entre nous ont subi des menaces de mort. Enfin, c'est pas une petite affaire de s'opposer à ce pseudo-héros. Oui, parce que si eux en face agissent souvent de manière anonyme ou croient l'être sur les réseaux, au sein du collectif, vous défendez courageusement vos convictions, et effectivement on peut vous voir en photographie et puis après remonter le fil de l'internet pour retrouver effectivement des noms et parfois des adresses. Oui, et puis ces idéologies qui défendent l'Algérie française, en gros c'est ça. Donc à l'époque de la guerre d'Algérie, on sait qu'il y a eu énormément de violence, par exemple par l'OAS,
de cette mouvance-là, et elles ont toujours persisté jusqu'à aujourd'hui, où elles se réactivent dans le débat public. C'est-à-dire que maintenant, de façon décomplexée, on peut parler des, entre guillemets, bienfaits de la colonisation. Hein. On entend ça dans la bouche de beaucoup de responsables et dans les médias. Donc, nous, ça nous paraît d'autant plus important d'expliquer que la colonisation, ça a été la domination, l'exploitation et beaucoup de souffrances et beaucoup d'abus par rapport aux droits humains. La torture, ça n'a pas été une pratique accessoire. Ça a été quelque chose de systématisé sous couvert de l'État français qui a autorisé l'armée à la pratiquer. Elle a été exportée également à l'étranger, en Argentine, au Chili, dans les dictatures, enseignée en France aux officiers français, enseignée aux officiers de ces pays-là. Donc les enjeux sont quand même très importants. Oui, et puis tu parlais de ce qu'on entend de la part de figures importantes d'élus au gouvernement. Bon, évidemment, est-ce qu'il faut rappeler comment le ministre Retailleau est capable parfois de parler de l'Algérie et les accents, effectivement, de français un peu nostalgique d'une Algérie colonisée qu'on peut percevoir dans son discours. On sait quelles sont les tensions actuellement entre la France et l'Algérie, mais on entend aussi dans la bouche de ce ministre des propos qui laissent transparaître effectivement un racisme, une façon de prétendre à une supériorité de ce que serait la France par rapport à l'Algérie qui est insupportable. Et puis tu évoquais la colonisation. Je sais que c'est aussi un sujet qui t'intéresse énormément, mais on doit rappeler qu'un indépendantiste qui s'appelle... Alors je ne sais jamais comment il faut dire son nom, si c'est Taine ou Tain, Christian Taine, je crois on dit. Voilà. Oui. Qui est une figure de l'indépendantisme kanak de Nouvelle-Calédonie et qui aujourd'hui n'est pas traité comme un prisonnier devrait normalement l'être d'après la justice française, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quand même... La loi, d'ailleurs, la loi qui a instauré un état d'urgence en Nouvelle-Calédonie depuis les événements violents d'opposition aux décisions du gouvernement qui ont eu lieu, elle date du 3 avril 1957. Elle a été votée par l'Assemblée nationale pendant la guerre d'Algérie pour instaurer un état d'urgence en Algérie. Il faut le savoir, hein, c'est pas anodin, quoi. Donc ces relents coloniaux et certaines pratiques étatiques, elles persistent, comme tu dis, en Nouvelle-Calédonie. Les représentants du peuple kanak qui sont pratiquement, on peut dire, déportés à 17 000 kilomètres de chez eux sur le territoire de la métropole alors qu'ils n'ont commis aucune violence, par exemple. On voit aussi à Mayotte, par exemple. Donc il y a un mouvement qui empêche les gens d'accéder au bureau de l'administration pour faire renouveler leur visa qui leur permettent de travailler ou leurs papiers, etc. La préfecture ne fait rien pour empêcher ces blocages, par exemple. Voilà, ça c'est aussi de l'ordre des pratiques coloniales. Hein. Bon, et ça a eu lieu en Algérie, ça a eu lieu sur plein d'autres territoires, et puis on est quand même dans une période où par rapport à ce qui se passe en Palestine, on voit au jour le jour un État colonial agir et détruire un peuple, le peuple de Gaza et le peuple palestinien. Donc ce sont toutes des causes qui nous paraissent à défendre par rapport au droit international et au droit français, quoi. Oui. C'est en cela, et tu avais bien raison de commencer par là, que ce combat mené par ce collectif né à Toul, le collectif que soutient notre fédération des libres penseurs de Meurthe-et-Moselle et la fédération nationale, est un combat qui dépasse très largement
les remparts vauban de la ville de Toul. Merci beaucoup Isabelle. Alors on rappelle donc que le prochain rendez-vous ce sera au square Génin à 18h30 le 24 mai qui doit être un samedi. Donc voilà l'occasion de venir, pour ceux qui ne connaissent pas Toul, découvrir la ville, sa cathédrale, son petit centre-ville fleuri, et puis surtout de venir avec le collectif dire que eh bien, cette statue qui a été posée là, elle peut repartir, que nous le souhaitons et que le collectif se battra jusqu'à la victoire. Merci beaucoup Isabelle, à très bientôt. Merci à vous de donner la parole au collectif. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Charles, je te voyais acquiescer. Oui, mais en dehors, bien sûr, de la période Bijard, il y a aussi une période dont on ne parle jamais, c'est la colonisation de l'Algérie. Ce n'est pas une colonisation qui s'est faite, disons, comme un peuple qui vient envahir et asservir un peuple. La colonisation de l'Algérie, ça a été le Far West. C'est-à-dire qu'il y avait bien sûr l'armée française qui était là, qui a détruit des villages, mais aussi des colons qui sont appropriés des terres. Avec l'aide de l'armée, c'était, je ne sais pas beaucoup d'éléments là-dessus, mais cette semaine, il y avait annoncé une conférence sur l'immigration où il y a Stora qui est venu et il a dit aussi à ce sujet-là qu'il faudrait quand même qu'on se réveille des consciences. Et pourquoi l'Algérie reste quand même une douleur pour les Algériens, c'est que la conquête de l'Algérie s'est faite sur la spoliation du peuple algérien et des destructions de villages et des anéantissements complets de population, notamment avec l'enfumage dans les grottes et le déplacement de population aussi entier, des villages qui ont disparu entièrement. Oui. C'est une colonisation qui s'est faite vraiment dans l'horreur et ça, il y a des Algériens qui l'oublient pas, ça, à mon avis. Hein. Ça, on n'en parle jamais. Bien sûr, c'est important, l'histoire de la décolonisation, qui s'est faite aussi dans la douleur, hein, où on a fait croire que les Algériens étaient des Français comme tout le monde, sauf quand l'Algérien demandait avoir les mêmes droits que les Français, mais non, vous êtes musulmans. Oui. Voilà. Oui, ceux qui disent y a eu du bon dans la colonisation, on a construit des routes et des hôpitaux, oui, mais pour qui et où s'arrêtent ces routes? Généralement, elles s'arrêtaient là où, à partir du moment où un colon n'avait plus besoin que la route aille plus loin, la route s'arrêtait, les hôpitaux avaient pour but de soigner les colons français, et effectivement, l'idée était bien de remplacer, en fait, la population algérienne il y avait par la population même française. comme une sorte des mercenaires qui venaient de Suisse, qui venaient d'ailleurs, pour piquer des terres, pour voler, s'approprier des terres. Donc pour s'approprier des terres, ils éliminaient carrément la population et même raser des villages. Hein. Oui. Et ça, on n'en prend pas dans l'histoire de France, hein, malheureusement. Non, sans doute dans les années qui viennent, ces chapitres-là de l'histoire sont-ils mieux traités? En tout cas, Benjamin Stora mène une commission de travail qui a pour but justement de réussir à écrire une histoire avec les deux points de vue et de mieux faire comprendre les événements pour ce qu'ils ont été vraiment, quoi, et pas d'en faire une lecture orientée, partielle et totalement partiale. Mais on voit aussi qu'il y a quand même des freins au niveau de la presse et de la communication. Quand Abadi, quand même, qui n'est pas un de nos camarades, hein, on peut dire ça comme ça, il a dénoncé les horreurs de la guerre d'Algérie, il a été viré comme un malpropre. Qui a défendu Abadi à ce moment-là? Apathy, oui, Jean-Michel Apathy. Jean-Michel Apathy. Il y a que quasiment que Stora qui a fait une page dans le Monde en le soutenant. Personne n'a soutenu Abadi. Alors il a été viré comme un malpropre alors qu'il disait la vérité. Une vérité qui gêne qui? Parce qu'il faut voir ce qu'on a au gouvernement quand même, hein, les racaillots et compagnie. Hein. Enfin, racaillots. Tout à l'heure, Isabelle du collectif faisait le lien aussi avec la Palestine. Et justement, Charles, tu voulais nous rappeler que le week-end dernier là, vient de commencer un temps régulier annuel. Le 26... C'était samedi. Donc, samedi le 26, donc il y a eu sur la place Maginot le lancement du printemps de la Palestine que l'on fait depuis une vingtaine d'années à peu près avec l'association France
France-Palestine Solidarité. Et il y a eu aussi le samedi matin une conférence avec une ambassadrice de Palestine. À Sira. Voilà, à Vendeuvre. Et donc, le programme est disponible sur le site de la FPS 54, parce que ça dure 15 jours à peu près. Il y aura aussi des extensions sur Épinal, sur Toul, et Tomblaine aussi, Vendeuvre. Donc, c'est un moment important, surtout avec ce qui se passe en ce moment en Palestine, où il y a aussi un génocide qui s'est... Là, on ne peut pas dire autrement. Maintenant, on peut dire que c'est un véritable génocide qui est programmé de longue date. C'est pas nouveau, hein. De toute façon, Netanyahou, et les gens qui l'entourent, les extrémistes fascistes, religieux qui l'entourent, sont pour la destruction totale du peuple palestinien. On doit rappeler que depuis début mars, il n'y a aucune aide humanitaire qui réussit à entrer à Gaza, qu'on a entendu parler dernièrement d'une attaque volontaire de secouristes dont on a essayé de cacher non seulement les corps, mais même carrément les véhicules, si j'ai bien suivi l'affaire. Et donc là, effectivement, il n'y a plus aucun doute sur l'intention de ce gouvernement d'extrême droite. Et s'ils ne sont pas morts sous les bombes, ils vont mourir de faim et de soif. Il y a un gros problème avec l'aide alimentaire qui est occultée. Et c'est sûr que l'élection de Trump et les positions de Trump donnent des ailes aussi à ces extrémistes, malheureusement en Palestine, mais aussi dans le monde entier, quoi. Alors, il y a pour les auditeurs qui nous écoutent en ce lundi 28 avril une projection au Caméo rue de la Commanderie à 20h15 dans le cadre de ce festival. Un ciné-débat autour du film de Rachid Macharaoui, un film qui date de 2024 et qui évoque justement des cours d'histoire à Gaza. Et puis jusqu'au 10 mai, à l'espace Jean Jaurès à Tomblaine, des reproductions de tableaux de peintres des camps de réfugiés palestiniens du Liban qui sont donc présentés. Donc effectivement des moments qui se veulent malgré tout un peu festifs, en tout cas conviviaux, mais pour que chacun puisse venir s'informer et puis exprimer sa solidarité au peuple palestinien. Mais au départ, c'était fait au point de vue culturel, pour qu'on n'oublie pas ce peuple-là. Mais vu l'ampleur des dégâts causés par les extrémistes israéliens, là, bien sûr, on ne peut pas ne pas occulter ce qui s'y passe là complètement. Mais ça reste festif, parce qu'on a de l'espoir quand même. Le peuple palestinien reste de l'espoir. L'affiche de France, si vous pouvez le voir sur le site, l'affiche est d'une gamine qui est magnifique, et on espère que cet enfant-là connaîtra un jour la paix et retrouver la terre de ses ancêtres. Merci Charles. Pour introduire un autre sujet, je vous propose d'écouter une sorte de petit sketch que faisait Alain Souchon en concert, et je pense que vous allez deviner quel est le second sujet que je vous propose de traiter aujourd'hui. Vous n'avez pas d'enfants, vous ne pouvez pas vous rendre compte. Moi, j'ai 2 enfants, et je voulais que l'aîné, il devienne star, mais pas star, vous voyez, star chic. Et j'avais pensé, bon, ça va vous paraître bizarre, mais j'avais pensé Pape. Si, parce que je me disais, c'est hyper star, c'est star, faut pas... Oh, mais attendez, on va pas chipoter, c'est star, quoi. Bon. Alors, c'est star et en même temps, il y a un petit côté quand même chic, vous voyez. On se dit que éventuellement, ils se torchent pas toute la journée, ils sont entre papes, ils se tirent pas trop la bourre, il y a une certaine courtoisie, quoi. Vous voyez, on se dit ça, c'est un bon milieu, quoi. C'est un point de vue de parent que je vous donne, moi. Pour les enfants, on veut toujours le mieux, quoi. Alors moi, je pensais Pape. Alors très jeune, je lui avais acheté une robe très collante en haut, vous voyez, avec très large en bas, et je me disais, mon idée c'était, je me disais, arrivé au concours de Pape, il va avoir un petit truc en plus des autres, les autres n'auront pas pensé à ça, une espèce d'aisance comme ça, vous voyez, s'asseoir avec la robe, et un petit truc en plus. De même, j'avais une voiture avec un toit ouvrant, bon, moi j'avais mis des fils de fer, et puis avec des sacs d'engrais transparents, j'avais fait un truc, et je l'emmenais à l'école comme ça, bon bah, c'était une idée quoi que j'avais, vous voyez, de l'habituer à tout ça. Mais enfin, lui, ça n'allait pas du tout. Hein. Il n'a pas parlé pendant 11 ans et tout. Bon.
J'étais convoqué par le psychologue de l'école, et puis il y a eu des gros problèmes. Il résistait. Lui, il n'était pas du tout doué pour être pape, puisque même une fois dans sa poche, on a trouvé des préservatifs. Vous voyez, pour un pape, c'était foutu. C'était foutu d'avance. Foutu. Lui, ce qu'il voulait, c'était faire de la musique. Alors, pour le punir de ne pas avoir voulu être pape comme je voulais, moi, son père, je lui ai piqué une de ses musiques et j'en ai fait une chanson qui s'appelle Le fil et qui dit qu'on est tous attachés. RCN, raison gardée, avec la libre pensée de Meurthe-et-Moselle. Bon, ton micro était coupé, mais ça te fait rire, Charles. Ah bah oui, quand même. C'est gentil en plus. C'est Bah même oui. pas anticlérical, à peine. À peine, une petite pointe à la fin. Ah mais, bah oui, mais préservatif. Hein. un peu de sarcasme léger, comme souvent avec Alain Souchon. Mais évidemment, je repensais à ce petit sketch, on va dire, hein, cette petite introduction à une chanson que Souchon faisait lors d'un de ses concerts. Parce que, évidemment, le lundi de Pâques, le monde chrétien catholique a perdu son pape et que nous avons eu le droit pendant des jours à des bilans, à des flashs spéciaux, à des heures entières pour parler de celui qui est donc une référence pour des chrétiens catholiques, c'est sûr. Mais nous voilà forcément à la libre pensée. On a un regard un peu plus critique sur cette figure. J'aurais pu choisir aussi comme introduction une chanson de Marie Paubel qui s'appelle « Mais où est-ce qu'on les enterre ?» Je ne sais pas si tu connais, Charles, cette chanson. C'est... l'histoire, c'est que le narrateur de cette chanson se promène dans un cimetière et regarde les plaques, et donc à mon très cher père, à mon aimé fils, à ma tendre épouse, etc. Et le refrain, c'est mais où est-ce qu'on les enterre, ceux qui sont méchants. Alors c'est vrai que quand quelqu'un meurt, évidemment, on peut par respect, mettre en avant les qualités de la personne et en faire son éloge. Mais il est aussi intéressant quand on a affaire à une figure publique et qui incarne une forme d'autorité, faire un bilan peut-être un tout petit peu plus objectif, un tout petit peu plus précis, ce que dans la presse, quand même, certains journalistes ont réussi à faire, parce que, on l'avait dit aussi des papes précédents à chaque fois, que c'était des hommes de dialogue, des hommes d'ouverture, etc. Enfin, bon... Ils sont quand même à la tête d'une secte qui a réussi et qui n'est pas particulièrement progressiste encore dans bien des domaines. Alors, quand même qu'il y a des points positifs. Je te vois venir avec ton petit sourire. Alors vas-y, qu'est-ce que tu as trouvé comme point positif ? Il n'a pas interdit le vin de messe. Ça, je sais que c'est un sujet qui t'intéresse. Oui, bien sûr. Je pense qu'il y a des volcans au Vatican. Hein. Non, mais c'est... Pape François, comme on l'appelait familièrement, mais bon. Et il a eu, pour moi, c'est tout à fait gratuit, mais c'est vrai quand même, il a eu un point positif. Normalement, l'Église catholique, c'est l'Église des pauvres. Hein. Bon, ça se discute aussi, ça, bien sûr. Surtout quand on connaît déjà le bien du diocèse de Nancy, quand même conséquent. Hein. Et il ne partage pas en plus. Hein. Mais il a eu... des moments forts dans son mandat de pape que ses frères lui ont bien voulu lui donner. Il a la visite à Lampedusa et sur les migrants, on peut dire que quand même c'est un point positif. Là, il est dans son rôle, dans le vrai rôle que tout bon chrétien devrait avoir, puisqu'il devrait aimer son prochain comme soi-même. Exactement. Il y a beaucoup qui s'aiment tout seuls. Hein. Je pense que... On peut pas étendre le sujet, mais bon, surtout chez les curés. Et puis aussi, il a fait une encyclique sur l'écologie. C'est la première fois que dans l'Église catholique, on parle d'écologie. Hein. Bon, c'est vrai que c'est un jésuite et qu'ils aimaient bien son Saint François, qui aimait bien les petits oiseaux. Peut-être que ça l'avait un peu inspiré, quoi. Là. Et puis aussi, il a dit que l'argent ne devait pas seulement servir à s'enrichir, mais à être redistribué. Donc c'est les 3 points positifs. Pour le reste, c'est sûr que c'est resté un pape très traditionnaliste. On ne va pas reparler encore de l'appropriation du corps des femmes au niveau de l'avortement, les préservatifs, la contraception, et aussi sur la fin de vie, où notre Premier ministre, sinistre Premier ministre Bayrou, a tellement bien écouté le Vatican avec
son président, qui a été 5 fois au Vatican quand même, Macron, a coupé la loi sur la fin de vie en deux, pour faire plaisir à qui? Aux cléricaux, forcément. Oui, parce qu'on peut supposer, mais on aura l'occasion de faire sans doute une émission Raison Gardée consacrée intégralement à ce sujet avec nos camarades de l'association Ultime Liberté qui vont connaître un procès le 15 septembre à Paris. En septembre, voilà, on suivra de près et on vous rendra compte de ce procès. On y consacrera une, voire deux, puis trois, enfin autant d'émissions que nécessaire pour exprimer notre soutien. Mais c'est vrai que la loi sur la fin de vie, elle a été séparée en deux parce que dans un premier temps, elle associait la discussion sur l'évolution des soins palliatifs et celle sur la fin de vie proprement dite, euthanasie, suicide assisté. Et alors, en la coupant en deux, évidemment, elle va permettre d'évoluer sans doute sur les soins palliatifs. Bien sûr, mais, personne n'est contre ça, forcément. Voilà, mais d'avancer beaucoup moins vite, beaucoup moins loin qu'on ne pourrait l'espérer, malgré ce que les citoyens français ont exprimé à travers la Convention citoyenne sur la question de la fin de vie. Et on a encore entendu cette semaine, j'ai encore vu passer sur les sites d'information hier ou avant-hier, cet homme de 48 ans qui part je ne sais plus si c'est en Belgique ou en Suisse, mais qui souffre de Parkinson depuis 10 ans et qui souhaite en finir. On remarque aussi que le cinéma s'empare beaucoup de ces sujets aussi. Il y a un film qui est sorti il n'y a pas très longtemps avec Hélène Vincent. Le titre là m'échappe, mais elle invite des membres de sa famille et quelqu'un qui l'aide dans son quotidien à partir en voyage. Elle ne le dit pas, mais en fait le but de ce voyage est de mettre un terme délibérément à cette vie qui lui est devenue insupportable. Ce film-là est déjà sorti à la télévision avec Hélène Vincent et Vincent Landon, qui a son fils dans le film-là. C'est un film que j'ai vu. Elle dit, moi, j'ai pas réussi ma vie, mais je veux réussir ma mort. Donc, elle avait mis de l'argent de côté pour aller mourir en Suisse. Ça. Mais aussi, il y a eu aussi le film de l'espagnol... Mar Adentro. Non, la chambre d'à côté, qui est remarquable aussi sur ce film-là. Un qui m'a moins accroché, c'est le film de Costa Grava, qui m'a un peu déçu, ce film-là. Et il parle beaucoup des soins palliatifs, c'est sûr. C'est vrai qu'à la fin, il donne l'impression qu'il est quand même pour la fin de vie assumé, parce qu'il y a une personne malade qui arrive et il donne le directeur de la maison de soins palliatifs où cette personne est venue s'adresser, il lui donne la possibilité de se suicider. On ne voit pas ça à ce moment-là, quoi. Mais le film vraiment qui a été marquant pour la fin de vie cette année, c'est La chambre d'à côté. J'arrive plus à retrouver le nom de cet espagnol. Almodovar, voilà, qui est vraiment qui a bien cerné le sujet. Et, bien sûr, ça se passe aux États-Unis et aussi les barrières qu'il peut y avoir au niveau religieux, justement, les intégristes religieux, surtout aux États-Unis, là, ils sont vernis. Hein. C'est un truc incroyable. Mais un truc incroyable aussi, c'est que de voir toutes ces personnes qui ont été élues grâce aux évangélistes, Trump, Milley, le roi de la tronçonneuse, là, est arrivé au Vatican, mais il s'est dit, mais c'est quoi la chrétienté? Que pensent les chrétiens de ces gens-là? Des chrétiens de toute obédience, d'ailleurs, pas que les catholiques, quand même. C'est effarant. Parce que J.D. Vance, le vice-président, est sans doute la dernière visite officielle que le pape a pu suivre, parce que je pense que il n'a pas vraiment échangé, je ne sais plus avec quelle personnalité du Vatican a échangé Vance, mais Vance se dit catholique, effectivement, alors qu'aux États-Unis, la religion dominante est le protestantisme, et puis qu'il y a une très forte montée en puissance des évangéliques. Et on en parlera, justement, parce que nous qui, cette année, allons fêter les 120 ans de la loi de séparation des églises et de l'État, parfois, vu d'ici, on ne sait plus très bien si les États-Unis constituent un État laïque ou pas laïque, tellement la religion est très présente dans le discours d'un Trump et de J.D. Vance. Ah oui, parce que c'est grâce à Dieu qu'il est élu. Il y a juste une petite anecdote comme ça, c'est Coffin qui nous a envoyé un petit dessin. Il y a Vance qui demande au pape bénissez-moi mon père, et le pape lui dit ah non, plutôt mourir. Eh ben voilà, c'est réussi. Hein, pour une fois qu'il fait quelque chose de bien. Vance, c'est un homme très dangereux, Vance. Très dangereux.
c'est pour moi des fous furieux. Nous, on a eu la chance de connaître le renforcement des droits nationaux, tout ça. En ce moment, la force du droit faisait loi, et maintenant, c'est la force qui fait le droit, quoi. C'est incroyable, on peut dire n'importe quoi, et tout est vérité. C'est ces gens-là, c'est effrayant, quand même. Oui, on pourrait peut-être dans une prochaine émission d'ailleurs inviter des camarades des études supérieures qui sont très très inquiets de la façon dont le savoir est mis en danger par l'administration Trump et toutes les idées que cette administration véhicule, et puis ils ont ils suppriment les subventions. Ils ont le pouvoir, quoi. Donc voilà, exactement. Et c'est l'essence pour la recherche, les subventions pour les universités. Il y a une résistance qui commence à se mouvoir. C'est encore dommage que c'est une personne de 84 ans qui est obligée encore de remuer les quelques démocrates qui restent aux États-Unis pour lever. Ça commence, ça fait que 4 mois qu'il est présent, hein, mais ça commence aux États-Unis. Il y a quand même un contre-pouvoir qui se monte. Donc Sanders, il arrive à fédérer notamment la jeunesse, qui peut dire qu'est-ce qu'on va subir avec ces personnes-là. Les premiers qui vont souffrir, d'ailleurs, si même le Rassemblement national venait par malheur être élu en France, c'est les premiers qui vont souffrir de ça vont être les salariés et les précaires, les pauvres. Je ne parle pas encore des personnes qui n'ont pas la couleur européenne. Alors ça va être le désert, hein, pour eux. Ça va être quand même très, très difficile, quoi. Oui, puis on voit aussi que... Mais on va y revenir, hein, sur les États-Unis, mais quand on entend nous aussi en France que dans ce jeu de surenchère auquel se livrent les candidats à la présidence du Parti des Républicains, Retailleau et Wauquiez, comment lui dit que voilà, les OQTF, on va les menacer de les envoyer à Saint-Pierre-et-Miquelon, enfin vraiment des délires comme ça qu'on pensait totalement obsolètes et qui reviennent en force avec une espèce de légitimité qui s'accorde, qui est assez sidérante. Alors, moi, ce que j'avais noté, parce que tu parlais... mais attention, la plupart vont tous à la messe ou presque. Hein. Oui, voilà, il y a quand même quelque chose qui est un peu trop... Alors, je voudrais aussi dire que l'abus d'hostie est très mauvaise pour la santé mentale. Manifestement, oui. Alors moi, pour revenir sur le pape, parce que tu disais qu'il a quand même eu quelques textes et quelques déclarations. On se souvient aussi qu'il avait dit que si une personne était homosexuelle, il avait posé la question « Qui suis-je pour juger ?» Il y avait quand même une petite incise qui était « S'il est sur le chemin de Dieu ou s'il est en recherche de Dieu, qui suis-je pour juger ?» Donc il y avait quand même cette idée qu'il y avait une petite condition, c'est qu'il fallait que les homosexuels cherchent à rejoindre la voie chrétienne. Donc, moi, je trouve que c'est une déclaration qui mériterait quand même d'être entendue in extenso. Mais on n'oublie pas effectivement qu'il avait qualifié les médecins pratiquant l'interruption de grossesse de tueurs à gages. Donc, c'est quand même une formule d'une violence extrême. Et on sait qu'en Italie, il y a parfois des zones de centaines de kilomètres sans possibilité d'avorter. Et il y avait eu il y a quelque temps un documentaire à la télévision sur un jeune couple de gynécologues obstétriciens qui en fait étaient les seuls dans leur hôpital à accepter de pratiquer des IVG et qui se retrouvaient à faire ça du matin au soir, à faire cette pratique du matin au soir parce que sur un rayon de 100 km autour de l'hôpital, il n'y avait aucune structure pour aider les femmes qui voulaient recourir à cette IVG. Donc quand même des situations absolument catastrophiques et qui sont fondées en partie sur des croyances religieuses. Donc c'est aussi un pape qui a eu à affronter toutes les révélations de scandales sexuels dans le milieu catholique. Alors en France, on en a beaucoup entendu parler, il y a eu le rapport Sauvé. Là, aujourd'hui, avec les écoles privées, Betharam et tout ce que... Betharam, c'est même vraiment le couvercle. Oui, parce que c'était l'Institut du Bon Pasteur, c'est ça, le Bon Pasteur, oui. Il y a à Ars-sur-Meurthe, où il y a un collège d'enseignement technique, là, il y aurait eu des violences commises. Et ça, il y a eu un seul article dans Les Républicains, puis pouf, plus rien. Là, il y a circulé, il n'y a rien à voir.
Oui, là, on entend la fille de François Bayrou qui vient aussi témoigner de violences qu'elle a subies, pas sexuelles, physique, bien entendu, mais physiques, mais qui, en même temps, ne réussit pas à faire autre chose que défendre son père malgré tout. C'est quand même extrêmement troublant et c'est d'une violence aussi incroyable pour elle, sans aucun doute. Et puis, en Chili, en Argentine, au Mexique, en Colombie, dans le monde entier, les scandales explosent. On apprend aussi que le Vatican avait un dossier épais comme tout contre l'abbé Pierre et a tout étouffé. Donc, je crois qu'on est au début de quelque chose et on peut peut-être quand même regretter que ce pape qu'on nous présente comme un homme si ouvert, bien plus, moderne, etc., n'a quand même pas mis en œuvre tout ce qu'il fallait pour que les affaires sortent, que les dossiers soient ouverts et qu'on en sache un petit peu plus sur tous les viols, tous les crimes commis au sein de son Église, quoi. C'est clair que les commissions d'enquête dites indépendantes qui sont mises en place, mais gérées par l'Église, laissent un peu à désirer. Il y a une justice qui est celle des hommes et il faut que la justice passe. Ça a le mérite d'exister, mais il y a des freins, c'est sûr. Et ça coûte. Ils attendent que les victimes meurent pour ne pas les indemniser. Hein. Cette façon de ne pas vouloir regarder les choses, elle était déjà présente quand, donc de son nom Bergoglio n'était pas encore pape, à la Libre Pensée et sur le site de la Fédération nationale de la Libre Pensée, vous pouvez trouver un document signé par un ingénieur argentin qui s'appelle Fernando Esteban Lozada, qui est à la tête, qui était il y a 10 ans porte-parole pour l'Amérique latine de l'Association internationale de la libre pensée, qui est membre de la Coalition argentine pour un État laïque, la CAEL, président du Congrès national de l'athéisme en Argentine, et qui avait fait la liste des situations que donc celui qui est devenu le pape François avait eu à gérer en Argentine avant d'être nommé pape. Et le point commun de ces situations, donc des prêtres accusés de choses diverses, même le lien aussi avec le pouvoir politique, qui était donc quand même un pouvoir... Il a connu les colonels. Hein. Voilà, exactement, autoritaire et extrêmement violent. Eh bien, il ne s'est pas manifesté par un courage démesuré, hein, manifestement. Donc, voilà, il est intéressant quand même de remettre en perspective et puis d'interroger toujours ces figures dont on fait l'éloge au moment de leur mort. Et alors, chose étonnante, et la Libre Pensée a réagi. Samedi, en France, voilà. Les drapeaux ont été mis en berne. Ah oui, samedi. Samedi, donc. Et ça, en totale contradiction avec la loi 1905. Hein. Et Emmanuel Macron et François Bayrou violent la loi de séparation de 1905. Au terme de l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, donc cette Constitution dit « La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale ». Et aussi à ceux de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation de l'Église et de l'État. La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En dépit de ces dispositions, le Premier ministre, François Bayrou, vient d'annoncer la mise en berne des drapeaux sur les édifices publics à l'occasion des obsèques du pape. Donc c'était samedi 26 avril. Oui, c'était samedi. Donc, chef du culte romain le 26 avril 2025. Donc, ça, je viens de préciser. Cette décision constitue une violation caractérisée de la laïcité en faveur de la religion catholique de la part du chef du gouvernement qui est un ardent fidèle au point d'avoir en permanence étouffé des pratiques pénalement répréhensibles ayant eu lieu dans un établissement scolaire sous contrat du diocèse de Pau. C'est l'affaire Bétarame. Voilà. Au surplus, bien que le Vatican soit un pseudo-État créé de toutes pièces par le fasciste Mussolini en 1929, siégeant sur un strapontin d'observateurs à l'Organisation des Nations Unies, pour ceux qui aiment les acronymes de l'ONU, président de la République, flanté des ministres de l'Intérieur et des Affaires étrangères, piétiner également la loi séparation en se rendant aux obsèques de Georges Bergoglio.
Rappelons que le dit Saint-Siège est quasiment le seul pays au monde où il n'y a jamais eu d'élection démocratique, où il est interdit de faire grève et d'être syndiqué, qui n'a jamais ratifié la moindre déclaration de l'OIT, donc l'Organisation internationale du travail, qui n'a jamais ratifié non plus la déclaration universelle des droits de l'homme, oh là là, et qui connaît, et qui, comme l'État d'Israël et l'Arabie saoudite, est une théocratie où la nationalité est obtenue exclusivement par la religion officielle. Contrairement à ce que Emmanuel Macron a soutenu dans son discours des Mureaux du 20 octobre 2020, annonçant la loi liberticide dite séparatisme du 24 août 2021, confortant le respect des principes de la République. Le séparatisme ne se trouve pas du côté des musulmans, mais bien des agents de l'Église romaine infiltrés au cœur de la République. Ça, c'est communiqué de la libre pensée au niveau national. C'est clair que tout le monde n'est pas catholique en France et on n'est pas une république catholique. On est une république laïque. Et à l'issue de ce communiqué, la Fédération nationale annonce déjà un grand rassemblement le 9 décembre, le 6 décembre au gymnase Japy à Paris. Allez, je propose une petite pause musicale. C'est toi qui l'as choisi. On reste avec Alain Souchon, Poulailler Song. RCN, Raison Gardée, le dernier lundi du mois à 11h. Oui, on écoutait Alain Souchon, Poulailler Song. C'est le petit sketch de tout à l'heure, Charles, qui te faisait penser à cette chanson que tu aimes bien. Oui, et puis aussi parce qu'il y a eu 2 jours au conseil départemental qui a, pour la première fois, le Café Social qui a organisé un débat et des projections sur l'immigration, son histoire en France. Voilà, donc il y a eu, le premier jour c'était sur les Algériens, et, avant et après-guerre, et aussi le vendredi c'était sur l'Italie, présenté de façon assez bien humoristique, mais enfin avec ce qu'il fallait dire sur l'immigration italienne, qu'on pouvait comparer aussi, bien sûr, à toute l'immigration du Maghreb, bien sûr. Et ce sera renouvelé l'année prochaine. Si on n'échappe pas, bien sûr, si on n'échappe pas aux fachos. Ah. Alors si on échappe... Parce que si ce sont les fachos qui s'installent au département, tu n'auras pas le même genre de conférence. Je me sens, voilà. Il y avait notamment Stora pour l'Algérie, qui a un historien qui dit moi, à 75 ans, je peux tout dire maintenant sur la guerre d'Algérie. Ce que je dis, je suis obligé de prouver ce que je dis est vrai, mais moi, j'ai plus rien à perdre à dire ça, contrairement à propos du non-soutien de la presse en général sur la Bati. Lui, il dit, moi, je peux intervenir parce que les mômes de 40 ans, ils ont la trouille parce qu'ils ont une carrière à faire. Moi, j'ai plus rien à perdre, j'ai 75 ans, donc je dirai tout ce que je sais sur l'Algérie. Oui. Non, puis il y a des ouvrages, vraiment, je conseille ceux de Rousseau, Alain Rousseau, sur la question algérienne au 19e siècle, justement, qui remet en perspective. Oui. Alors tout à l'heure, et je propose qu'on en parle dans le dernier sujet, là, tu évoquais J.D. Vance, les États-Unis, etc. Et c'est vrai que c'est une question que je me pose toujours. C'est ces références très claires à la religion dans le discours d'un Trump, d'un Vance et d'autres avant eux, le fait qu'ils prêtent serment sur la Bible, etc., ce qui nous heurte beaucoup, puisque nous avons intégré non seulement la séparation des églises et de l'État, mais aussi une certaine conception d'une société sécularisée, ce qui n'est pas du tout le cas aux États-Unis, qui a une autre histoire, certes, mais qui est quand même bien, normalement, un État laïque, ce qu'on a tendance à oublier dans sa constitution, les États-Unis. Oui, pour le moment, elle n'a pas été révisée, je crois qu'il ne pourra pas. Mais c'est vrai que c'est assez effrayant de voir ce qui se passe. Mais c'est vrai qu'ils jurent sur la Bible. Et ça, depuis tous les présidents de la République américaine, depuis qu'il y a la Constitution américaine, ils jurent sur la Bible. Hein. Mais là... ça aussi, c'est quand même, c'est laïque, mais enfin, finalement, ils ont quand même toujours une référence à la Bible. Alors justement, il y a un numéro, la Libre Pensée publie et met en ligne des petits ouvrages qui s'appellent Arguments.
Et si vous tapez argument libre pensée États-Unis, vous pouvez retrouver un numéro alors qui a été publié déjà il y a quelques temps, mais qui est toujours tout à fait pertinent et qui commence par justement interroger cette conception des rapports entre l'Église et l'État en comparant nous ce que nous connaissons en France et les États-Unis. Dans le premier amendement de leur Constitution, et le premier article des droits de décembre 1791, rappelle bien, donc aux États-Unis, le Congrès ne fera aucune loi qui touche l'établissement ou interdira le libre exercice d'une religion, ni qui restreigne la liberté de la parole ou de la presse ou le droit qu'a le peuple de s'assembler paisiblement et d'adresser des pétitions au gouvernement pour le redressement de ses griefs. Donc il y a bien cette liberté qui est posée et qui était voulue par ces migrants européens qui fuyaient les guerres de religion, le rejet du protestantisme en Europe. Donc ils avaient prévu, dès le début, dans le texte de leur Constitution, et cet article 1, ce premier amendement, il est fondamental pour les citoyens américains, de cette liberté d'exercice de la religion. Mais pour autant, qu'il y ait une sécularisation comme celle que nous connaissons n'est pas aussi évident aux États-Unis. C'est comme en France, on fait abstraction des lois, on fait abstraction des textes. Il ne faut pas oublier aussi ce qui a pu former un peu la Constitution américaine, c'est un peu grâce à la Révolution française aussi, à l'intervention de Lafayette aussi aux États-Unis. Il y a eu, donc ça a formaté les personnes qui ont écrit cette Constitution-là. Alors le texte de la Constitution des États-Unis est antérieur à celui de la France. En plus, oui. Mais il y avait quand même à l'époque des ouvrages qui circulaient sur les Lumières, sur les gens qu'on appelle à notre époque Voltaire ou Rousseau ou d'autres personnes comme ça qui ont éveillé les esprits. Je pense que ça a circulé aussi, notamment chez les protestants. Et Jefferson, dans un texte qui est très connu aux États-Unis, dit « Je crois que la religion est une affaire intime entre l'homme et son Dieu, que l'homme n'a de compte à rendre à nul autre pour sa foi ou sa pratique, et que le pouvoir législatif d'un gouvernement n'atteint que les actes et non les opinions. » Donc il pose très clairement cette différence. Et dans cet exemplaire de la série Arguments que publie la Libre Pensée, intervenait Robert Boston, qui est lui aussi à la tête d'un groupe de défense de la laïcité aux États-Unis, et qui énumérait des exemples de procès depuis 1948 pour montrer comment il y avait toujours quand même des attaques, notamment au niveau scolaire, de cette séparation, parce que donc dans différents États des États-Unis, eh bien, certaines associations avaient voulu imposer des enseignements religieux dans les écoles, interdire, alors pas forcément interdire, mais en tout cas interdire qu'on n'enseigne que la science, par exemple, concernant les théories de l'évolution, mais et demandant à ce qu'on enseigne aussi la vision religieuse de l'enseignement. Donc il en donne il évoquait toute une série de cas qui portaient aussi sur, par exemple, le temps de prière dans le cadre de l'emploi du temps des élèves aux États-Unis. Donc des cas de figure qu'il propose depuis 1948 et jusque 1990 par là. Donc il y a vraiment toujours aussi, en France aussi, à sa façon, un combat à mener pour préserver la laïcité. Bon, de toute façon, elle est bien bafouée depuis la loi de Bray qui permet le financement des écoles privées. Alors on en reparlera tout au long de cette année, puisqu'on a dit qu'on allait énormément parler justement de cette laïcité en France et donc un petit peu aujourd'hui aux États-Unis. Sur leur billet, on trouve « In God We Trust », mais ce n'est pas pour autant une république qui n'est pas laïque, contrairement à ce qu'on pourrait croire. On se quitte avec une reprise du Temps des cerises, puisque au moment où vous nous écoutez, eh bien, s'ouvre la semaine qui va nous mener au 1er mai. Grande fête, rendez-vous à Nancy à 10h pour manifester dans la joie et sous le soleil. À bientôt sur Raison Gardée. Et vous retrouverez la Libre Pensée au Parc Charles III toute l'après-midi avec Sylvie et moi. Merci Charles, merci Joris. RCN, www.rcn-radio.org